We're crushing Iran's currently as we speak. I just looked. We had another big day. Les titres parlent de cessez-le-feu. Mais en coulisses, un blocus silencieux pousse l'Iran vers quelque chose de bien plus dangereux que la guerre, l'effondrement interne. Et l'armée la plus puissante du monde exerce une pression de toutes parts. En ce moment même, dans le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète, les États-Unis font quelque chose que peu de gens comprennent réellement. Ils n'attaquent pas. Ils n'envahissent pas. Ils contrôlent. Cette étroite bande d'eau transporte près de 20% du pétrole mondial. Et aujourd'hui, elle ne circule plus librement. Des navires sont refoulés. Des pétroliers changent de route. Le trafic maritime ralentit et chaque mouvement est surveillé. Au-dessus de l'eau, des chasseurs furtifs. Sous la surface, des sous-marins. Et entre les deux, un réseau de drones de surveillance qui suit tout en temps réel. Ce n'est pas le chaos, c'est une stratégie. Parce qu'au lieu de déclencher une nouvelle guerre, les États-Unis ont choisi une autre approche. Exercer une pression. Constante, contrôlée, implacable. Et ça fonctionne. Au cours des dernières 24 heures, l'Iran a fait un mouvement qui a attiré l'attention. Par l'intermédiaire de canaux indirects, ils ont proposé un accord, rouvrir le détroit d'Ormuz, permettre à la navigation mondiale de reprendre. Mais à une seule condition, que les États-Unis lèvent totalement le blocus. Sans condition, sans inspection et sans aucune discussion sur leur programme nucléaire. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Ils demandent de NYMARS évidemment de rétablir le flux mondial de pétrole, tout en excluant le seul sujet qui compte réellement pour les États-Unis. Ce n'est pas un levier. C'est un signe de faiblesse. Parce que derrière cette proposition se cache une réalité que l'Iran ne veut pas montrer au monde. Leur économie est en train de se resserrer. Rapidement, le pétrole, leur principale source de revenus, s'accumule. Les capacités de stockage se remplissent. Les exportations ralentissent fortement. Et chaque jour que ce blocus continue, ce sont des centaines de millions de dollars perdus. Et quand cet argent disparaît, la pression ne reste pas à l'extérieur, elle se déplace vers l'intérieur. L'armée, les forces de sécurité intérieure, les structures de pouvoir qui maintiennent le système en place. Tous dépendent de ce flux financier. Et lorsqu'il commence à se briser, le système ne plie pas, il se fissure. C'est pour cela que ce moment est crucial, parce que ce que nous observons n'est pas seulement une confrontation géopolitique. C'est un test de résistance, d'un régime qui n'a jamais subi un niveau de pression aussi constant. Et voici ce que la plupart des titres ne disent pas. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis contre l'Iran. Il s'agit de ce qui se produit lorsque la pression extérieure rencontre l'instabilité intérieure. Et si ces deux forces entrent en collision, de la mauvaise manière, la situation ne se stabilise pas, elle s'aggrave, rapidement. Dans la partie 2, nous allons analyser précisément comment ce blocus fonctionne et pourquoi l'Iran a désormais très peu d'options, sans risquer un conflit bien plus large. Ce n'est pas simplement une présence navale, c'est un système. En ce moment, le détroit d'Ormuz n'est pas bloqué par une simple ligne de navires. Il est contrôlé par couches, plusieurs couches, chacune conçue pour détecter, suivre et, si nécessaire, arrêter tout ce qui bouge. À la surface, il y a les destroyers de l'United States Navy, rapides, lourdement armés, en mouvement constant. C'est la force visible, celle que tout le monde voit, le message. Mais le véritable contrôle ne s'arrête pas là. Sous la surface, des sous-marins sont déjà en position, silencieux, invisibles, à l'écoute de tout. Ils suivent les navires, bien avant qu'ils n'atteignent le détroit. Au-dessus, des F-35 Lightning II patrouillent. Ils ne se contentent pas d'observer. Ils contrôlent l'espace aérien. Ils voient tout, avant tout le monde. Ajoutez une autre couche. Les drones, des dizaines, peut-être des centaines. Certains très hauts, surveillant de vastes zones. D'autres plus bas, proches de l'eau. Ils suivent les mouvements, identifient les cibles, transmettent les données en temps réel. Et c'est là que cela devient plus avancé. Tous ces systèmes, navires, aéronefs,
drones, satellites. Ils ne fonctionnent pas séparément, ils sont connectés, ils partagent l'information instantanément, ils créent une image en temps réel de tout ce qui se passe. Donc, si un navire bouge, il est vu, suivi, classifié. Bien avant d'approcher, quand un navire s'approche des eaux iraniennes aujourd'hui, il n'entre pas simplement dans une zone, il entre dans un espace contrôlé, et c'est là que les décisions se prennent. Certains passent, la plupart sont refoulés, et si quelque chose ressemble à une menace, les règles changent immédiatement. Les forces américaines ont déjà autorisé l'usage de la force létale contre tout navire suspecté de poser des mines ou de préparer une attaque. Voilà à quel point le dispositif est strict. Et pour l'instant, ça fonctionne. Des dizaines de navires ont changé de route. D'autres n'ont même pas tenté d'entrer. Parce qu'une fois que vous comprenez le système, vous réalisez quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un blocus facile à briser. Pas sans escalade, et c'est précisément le piège. Pour l'Iran, chaque option comporte un risque. S'ils ne font rien, leur économie continue de se contracter. La pression interne augmente. Mais s'ils défiaient le blocus, même légèrement, ils risquent de déclencher une réponse militaire directe. Et cette réponse ne serait pas limitée, parce que tout est déjà en place. Navires, aéronefs, capacité de frappe, prêts, en attente, et à l'affût de la première erreur. Dans la partie 3, nous allons entrer à l'intérieur de l'Iran et analyser la lutte de pouvoir en coulisses, celle qui pourrait décider de la suite. De l'extérieur, cela ressemble à un face-à-face entre deux pays, les États-Unis et l'Iran. Mais ce n'est pas la vraie histoire, parce qu'en ce moment, le véritable conflit pourrait se dérouler à l'intérieur même de l'Iran. Derrière des portes closes, quelque chose est en train de se briser. Depuis des décennies, le système iranien repose sur un équilibre des pouvoirs. Une structure où le pouvoir politique, l'armée et l'autorité religieuse coexistent, ou du moins en donnent l'impression. Mais cet équilibre n'est plus stable, parce qu'une force interne est devenue plus puissante que les autres. Le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ne sont pas seulement une force militaire, ils sont une puissance économique, une force politique, et de plus en plus, ceux qui prennent les vraies décisions. Et aujourd'hui, sous pression extérieure, ils prennent le contrôle. Voici pourquoi c'est crucial. Parce que le pouvoir civil iranien, le président, les diplomates, les responsables visibles à la télévision, ne semblent plus détenir l'autorité totale. Plusieurs rapports indiquent que les décisions majeures nécessitent désormais l'approbation du commandement des gardiens de la Révolution. Même les décisions diplomatiques, même les négociations. Ce qui implique une réalité critique. Ceux qui tentent de négocier ne sont peut-être pas ceux qui décident réellement. Et nous avons déjà vu à quoi cela ressemble. Il y a quelques jours, l'Iran a signalé que le détroit d'Ormuz était ouvert. Les marchés ont réagi, le prix du pétrole a baissé. Les navires ont commencé à bouger, puis, soudainement, tout a changé. Un officier naval des gardiens de la Révolution aurait pris la parole à la radio et contredit ce message. Pas discrètement, publiquement, de manière agressive. Des navires ont été avertis, certains ont été refoulés, et dans au moins un cas, la force a été utilisée. Réfléchissez à ce que cela signifie. Deux messages différents, venus du même pays, au même moment. Ce n'est pas une stratégie, c'est une fragmentation, et la situation s'aggrave. À l'intérieur de l'Iran, les tensions montent entre le gouvernement civil et le commandement militaire. Le président aurait averti que l'économie ne peut pas survivre à une pression prolongée, qu'un effondrement est possible. Mais en parallèle, les éléments les plus radicaux des gardiens de la Révolution poussent dans la direction opposée. Plus de résistance, plus d'escalade, moins de compromis. Parce que pour eux, reculer n'est pas seulement une défaite politique, c'est une menace existentielle. Et c'est là que cela devient dangereux, quand les voix modérées perdent de l'influence et que les lignes dures prennent le dessus. Les décisions deviennent moins prévisibles, plus agressives, plus risquées. Et dans une situation comme celle-ci, c'est exactement ce qui peut déclencher une escalade.
Parce que désormais, les États-Unis ne font pas face à un seul pouvoir, mais à plusieurs centres de décision. Certains veulent un accord, d'autres préfèrent l'affrontement. Même si le coût est catastrophique, c'est cette instabilité que personne ne contrôle réellement. Et lorsque cette lutte interne se combine avec la pression extérieure dans le détroit, on obtient une situation extrêmement fragile. Une mauvaise décision, une réaction excessive, un seul faux mouvement, et tout peut basculer. Dans la partie 4, nous allons examiner la dimension nucléaire, le facteur caché que l'Iran refuse de négocier, et pourquoi il pourrait tout déterminer. Au cœur de toute cette situation, il y a un sujet que l'Iran refuse de négocier, ni le pétrole, ni le transport maritime, ni les sanctions, le nucléaire. Parce que derrière chaque mouvement de l'Iran aujourd'hui, il y a un seul objectif, survivre. Et pour le régime, la capacité nucléaire n'est pas seulement une question d'armes, c'est un levier. C'est la seule chose qu'ils estiment capable d'empêcher que ce type de situation ne se reproduise. C'est pour cela que, même sous une pression extrême, ils refusent de la mettre sur la table. Mais c'est ici que cela devient crucial. Une grande partie des infrastructures nucléaires connues de l'Iran a déjà été ciblée, endommagée, perturbée. Des sites comme Natanz ou Fordow ont subi des frappes importantes. Mais ce n'est pas toute l'histoire, parce qu'il existe des niveaux plus profonds, des sites cachés, des installations souterraines, des lieux conçus spécifiquement pour survivre aux frappes. Et un emplacement, en particulier, attire l'attention. Un site profondément enfoui, que l'on pense actif près de Natanz, à des centaines de pieds sous terre, protégé par plusieurs couches de roches, difficile à atteindre, même pour les armes conventionnelles les plus puissantes. Et selon plusieurs analystes, l'activité y continue, ce qui soulève une question essentielle. Si les installations principales ont été touchées, pourquoi ce site reste-t-il actif? Parce qu'il pourrait s'agir de leur solution de repli, leur plan de secours. L'endroit où les éléments critiques du programme nucléaire continuent, hors de portée, hors de vue. Et cela change tout. Parce que les négociations deviennent alors plus claires. L'Iran propose des concessions en surface, tout en protégeant ce qui compte réellement en profondeur. Rouvrir le détroit, alléger la pression, gagner du temps, et continuer à développer discrètement. C'est la stratégie. Et c'est pour cela que les États-Unis refusent l'accord. Parce que du point de vue de Washington, lever le blocus sans traiter la question nucléaire reviendrait à abandonner le seul levier réel dont ils disposent. Et une fois ce levier perdu, il est perdu. Mais c'est là que la situation devient encore plus dangereuse. Parce que si l'Iran considère son programme nucléaire comme son unique garantie de survie, et que les États-Unis sont déterminés à l'arrêter, alors les deux camps sont sur une trajectoire de collision. L'un exerce une pression constante, l'autre refuse de céder. Et quelque part entre les deux, un programme caché continue. C'est le type de situation qui ne reste pas stable longtemps. Elle se construit, silencieusement, jusqu'au moment où quelque chose la force à émerger. Dans la partie 5, nous allons élargir l'analyse à l'échelle mondiale. La Russie, la Chine, et la manière dont ce conflit pourrait dépasser largement le détroit d'Ormuz. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons évoqué semble contenu. Le détroit d'Ormuz, le blocus américain, l'Iran sous pression. Mais cette situation ne reste pas contenue, parce qu'à partir du moment où un conflit comme celui-ci commence à affecter l'énergie mondiale, il cesse d'être régional, il devient global. Et en ce moment, d'autres puissances observent déjà de très près. La Russie, la Chine, pas seulement en train d'observer, mais de calculer. Parce que pour elles, ce n'est pas seulement une crise, c'est une opportunité. Commençons par la Russie. Actuellement, la Russie est engagée dans son propre conflit. Et plus l'attention des États-Unis se tourne vers l'Iran, moins la pression se fait sentir ailleurs. Rien que cela modifie l'équilibre. Mais il y a plus. L'Iran a déjà commencé à multiplier les contacts, visites diplomatiques, canaux discrets, rencontres de haut niveau, parce que ce dont il a besoin maintenant, c'est de soutien. Militaire, technologique, stratégique. Des systèmes de défense aérienne avancés,
des équipements capables de compliquer les opérations aériennes américaines. Et si la Russie en fournit, même partiellement, l'équation change. Pas suffisamment pour inverser la situation, mais assez pour la compliquer. Regardons maintenant la Chine. La Chine n'a pas besoin d'envoyer des armes. Pour elle, la stabilité des flux énergétiques est essentielle. Toute perturbation dans le détroit d'Ormuz affecte directement les prix du pétrole, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité économique mondiale. Donc, pendant que les États-Unis exercent une pression, la Chine observe avec attention, parce qu'une perturbation prolongée pourrait fragiliser l'économie mondiale, y compris la sienne. Mais c'est ici que la situation devient encore plus complexe. La Chine et la Russie n'ont pas besoin d'intervenir directement pour influencer le résultat. Information, technologie, partage de renseignements. Même des ajustements minimes dans leur soutien peuvent modifier la dynamique. Et de leur point de vue, plus les États-Unis restent mobilisés ici, plus leur marge de manœuvre stratégique augmente ailleurs. C'est cela, le véritable enjeu. Il ne s'agit plus seulement de l'Iran, il s'agit de positionnement, de puissance, d'influence mondiale. Et le détroit d'Ormuz n'est que le point de pression où toutes ces forces convergent. Nous avons maintenant 3 niveaux simultanés. Une pression extérieure sur l'Iran, une instabilité interne du régime, et des puissances mondiales qui s'ajustent en arrière-plan. Ce n'est pas une situation stable, c'est un système sous tension. Et les systèmes soumis à ce type de pression ne tiennent pas indéfiniment. Dans la partie 6, nous allons relier tous les éléments et répondre à la question essentielle. Quelle est la prochaine étape? Voilà où nous en sommes. Un blocus silencieux qui se resserre autour de l'un des points de passage les plus stratégiques au monde, le détroit d'Ormuz. Une économie sous pression, un pouvoir qui perd le contrôle de l'intérieur, et des puissances mondiales qui observent, qui attendent. Ce n'est pas une situation stable, c'est une situation qui évolue vers quelque chose. La vraie question désormais, ce n'est plus ce qui se passe, c'est ce qui va se passer ensuite. Parce qu'à partir d'ici, il n'y a que quelques trajectoires possibles. Première option, l'Iran recule. Il accepte la pression. Il entre dans de véritables négociations. Et la situation se désescalade progressivement. Mais pour l'instant, ce scénario paraît peu probable, parce qu'abandonner le levier nucléaire, c'est renoncer à sa sécurité à long terme. Deuxième option, la pression continue. Pas d'escalade majeure, pas de conflit direct, mais une pression lente, continue, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que quelque chose cède à l'intérieur. L'économie, le leadership, ou le système lui-même. Mais ce scénario comporte un risque. Une pression de cette intensité ne fait pas qu'affaiblir un système, elle le déstabilise. Et cela mène à une troisième option, l'escalade, non planifiée, non contrôlée, déclenchée. Une erreur de calcul en mer, un navire poussé trop loin, un commandant qui prend la mauvaise décision. Et soudain, ce n'est plus un blocus, c'est un conflit, rapide, parce que tout est déjà en place. Les navires, les aéronefs, les capacités de frappe, prêts à agir. Et une fois cette ligne franchie, il est très difficile de revenir en arrière. C'est pour cela que ce moment est plus important que la plupart ne le pensent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas simplement une information de plus. C'est un point de bascule. Un moment qui pourrait redéfinir non seulement la région, mais l'équilibre mondial. Alors la question est pour vous, que va-t-il se passer maintenant? L'Iran acceptera-t-il un accord? La pression fera-t-elle céder le système de l'intérieur? Ou cette situation va-t-elle dégénérer en quelque chose de beaucoup plus vaste? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que le prochain mouvement est peut-être déjà en cours.